18h-19h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et de retour ce soir pour une nouvelle émission de Time Sport en votre compagnie, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Ce soir, dans votre émission, on abordera le Football League avec l'AS Monaco, encore ennuyé dans cette affaire. On ira outre-Atlantique en NBA où un certain Tony Parker se balade sur les parcs américains. À l'approche du match de l'équipe de France face aux Pays-Bas du côté de Feyenoord ce vendredi soir, nous recevrons Thibaut Leplat, professeur de philosophie et écrivain. Scolari confirmé au poste d'entraîneur du côté de Madrid. On vous dira tout, mais aussi un mot sur le football féminin dans cette émission. Comme d'habitude, chers auditeurs de Beurre FM, le standard est ouvert durant 1 heure au 01 53 48 3000 avec le hashtag Time Sport sur la twittosphère. Go, c'est parti, Time Sport. Time Sport. Et ce soir, pour m'accompagner ce mercredi 14 novembre 2018, les spécialistes. Marion Hidalgo, bonsoir Marion, comment ça va? Bonsoir Bilal, merci beaucoup de me recevoir. Mamadou Lamine Mané sera avec nous, Mehdi Adiad aussi. Comment ça va Mehdi? Ça va, nickel, et toi? Ça va, ouais. Très simple. Ouais, super. Parfait. Tout fallait bien aussi. Hein. Saïd Hamda qui est avec nous aussi ce soir. Comment ça va Saïd? Super, ça commence avec du clash, j'adore ça. Eh oui, toujours. Et Juan José Dorado, buenas tardes. Comment ça va Juan José? Buenas tardes Bilal, buenas tardes a todos. Allez, ok, on prend. Ça me fait rappeler le sud de la France. On y va du côté de la Turbie. Time Sport, le ras-le-bol. Football League, et c'est pas fini. L'AS Monaco est soupçonné d'avoir contourné la réglementation sur les joueurs mineurs afin de convaincre leur entourage de les faire signer au club de la principauté. La Ligue de football, la LFP et la Fédération française de football ont annoncé l'ouverture d'une enquête. Marion, on t'écoute concernant ces fameux Football Leagues. On a parlé du Paris Saint-Germain, notamment hier, et tout au long de la semaine, peut-être on en reparlera, mais aujourd'hui c'est l'ASM. Oui, alors moi je suis assez déprimée par toutes ces règles, que ce soit les règles de la Ligue ou que ce soit plus haut les règles de l'UEFA, que ce soit les règles justement du fair play financier qui finalement obligent les clubs à détourner toutes ces règles. Il y en a trop, elles sont ridicules parce que elles ne sont que pour les clubs de football et que dans aucune autre entreprise on aurait ce genre de problème, aucune. Donc pour moi, ce sont des faux problèmes et bien sûr, ça tombe évidemment sur les clubs dirigés par des Russes, dirigés par des fortunes du Golfe. On me dit que ça a toujours existé dans le football. Mais bien sûr que ça a toujours existé. Ouais. Mais aujourd'hui, on essaie de mettre des réglementations. Oui, mais les règles ne servent à rien parce que le football marche de cette manière-là aussi. Donc moi, je suis plutôt, je suis assez atterrée, non pas par le Football League parce que ça m'étonne pas tant que ça, mais par cette impression que les gens sont outrés, mais il n'y a pas de quoi être outré. Ça a toujours été comme ça et ça le restera. Et est-ce vraiment choquant? Pour moi, non. Ouais. Ça y est, on l'écoute. Non, je partage globalement l'avis de Marion, ça fait des années que c'est comme ça. Et ce que j'aime pas, c'est qu'on pointe du doigt Monaco parce qu'aujourd'hui ils ont plein de problèmes, mais ça concerne tellement de clubs en Europe, ça concerne l'Atlético Madrid, ça concerne Anderlecht et d'autres clubs de Belgique. Ouais, et l'Espagne. Tout le monde fait ça depuis la nuit des temps. C'est au club d'être le plus attractif possible. On va proposer des compensations. Voilà, la mère va prendre un petit peu d'argent. Monaco, ils ont même proposé des emplois aux parents et c'est pas. Je vais pas dire que c'est choquant. C'est un business. Marion le disait. Dans les autres secteurs, les entreprises n'ont aucun mal à investir tant qu'ils ont les fonds. Il n'y a que dans le foot où on casse la tête, où on garde l'hégémonie des 7-8 grands clubs. Donc voilà, pour moi, ça n'a pas de sens. Les clubs vont attendre que la tempête passe. Ils vont continuer à faire comme avant. Saïd Hamda a parlé de l'Atlético de Madrid. Je me retourne vers toi, Juan José. L'Espagne et aussi le football. Il faut pas oublier qu'on parle des mineurs. Ouais. Des mineurs. C'est sûr. Des 16 ans, 15 ans, accessoirement. Donc, il y a des règles. Il y a notamment 4 règles qui ont été établies justement pour encadrer la venue des mineurs dans des clubs. Le Barça avait été reprimandé. Voilà. Le Barça a été interdit de recrutement. Le Real aussi. L'Atlético de Madrid aussi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, il y a peut-être trop de règles. Et à ce niveau-là, j'aimerais quand même signaler que le Barça, le Real Madrid a été interdit à un moment donné de recrutement à cause des enfants de Zinedine Zidane, qui étaient des Français, mais qui étaient en Espagne. Donc on a appliqué des règles un peu bizarres pour pénaliser le Real Madrid. Le même cas pour le Barça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut établir des règles concernant les mineurs. Peut-être qu'un certain nombre de règles, le fait qu'on soit à 100 km... Alors dans ces cas-là, on n'attend plus qu'un champion du monde ait 19 ans. Hein. Non, parce que obligatoirement, il
a commencé Non, tôt, mais c'est obligatoirement. Ce que je veux dire par là, On c'est peut pas. qu'on parle de mineurs, quand vous faites venir un mineur, et en France et en Espagne, on a connu ça. Ouais. On a fait tout et n'importe quoi. En Espagne, notamment, on a fait venir beaucoup de joueurs latino-américains qu'on a complètement abandonnés par la suite. Mais en France, on a fait la même chose avec des joueurs africains. Et il faut. Et là, quand même fort, là, Marion, contre c'est vrai. et c'est pour ça qu'il y a ces règles. Ouais. Parfois, c'est compliqué. Mais quand vous avez Lionel Messi qui a 13 ans et qui vient à Barcelone, mais il a été bien encadré. Ouais. C'est le cas, non? Mais vaut Donc, mieux- effectivement, vaut mieux- à un moment donné, Il ça vaut mieux sert pour les mineurs. un gamin centrafricain à 13 ans, peut-être dans un centre de formation en France ou en Espagne, plutôt qu'en Centrafrique. Donc, sûr. pour moi, en Europe, c'est peut-être Mais il une faut chance. pas Mais Diane, laisser tomber après. Justement, bien sûr. il a voyagé lui aussi du côté du continent sud-américain. On t'écoute. Non, mais en sur Amérique ces latine, footballs. on a normalement les jeunes joueurs sont protégés. C'est-à-dire qu'à arriver à un certain âge, je crois qu'à partir de 18 ans, ils peuvent partir à l'étranger. Au Brésil, je sais que pour le Brésil, c'est comme ça. Vinicius, par Voilà. exemple, vient Ils peuvent pas partir, d'arriver à ils Madrid peuvent pas à quitter 18 leur ans. club. Voilà, c'est ça. Ils peuvent signer, mais ils Tout ne à fait. quittent pas leur club Il ne coûte pas. tant qu'ils n'ont Ouais. pas 18 ans. Ça, c'est une protection qui est mise en place. Ensuite, derrière, pour revenir sur le cas Messi, comme on en a parlé, là, il avait quoi, 12 ans, 13 ans 13 ans, 13 ans. Mais sans ce transfert, il bénéficiait pas du traitement très onéreux dont il avait besoin. Exactement. Donc si le Barça se penche pas sur son cas, malheureusement, on n'a pas de Messi quoi dans le football. Mamadou. Ça peut être bien aussi, tu vois. Je suis partagé entre Il faut des règles. les Ouais. trajets mais qui est de Juan José. Parce qu'il a raison, effectivement, Et de Messi on parle d'enfants, donc forcément, il y a une attention particulière à porter à toute transaction, tout business. Mais ce que dit Marion n'est pas faux non plus. Savoir que c'est des choses qui se font, qui sont établies par tous les clubs. C'est un mode de fonctionnement. Alors après, ce qui est paradoxal, c'est que on va demander effectivement la protection des enfants. On en fait la campagne souvent dans les pays en voie de développement ou autres pour l'interdiction de travailler. Le sport, c'est épargné. C'est-à-dire quand le sport sur notre propre sol, ce qu'on demande à faire à l'extérieur quand on veut se donner bonne conscience, Que la carrière s'arrête à 35-40 ans. hein. mais c'est pas Ça normal. reste C'est jeune, pas hein. normal. Parce que là où je suis d'accord avec Juan José, c'est que c'est des enfants. Ces enfants, on ne peut pas les protéger dans le monde de l'entreprise et vouloir effectivement que des grandes firmes aillent faire travailler des mômes, je sais pas, dans les pays. Enfin, C'est pas le même job. Hein. non, mais je suis d'accord. Mais Quand même. c'est des enfants. Bien sûr, mais il y a avec une du temps de activité- travail. Il y a une activité de travail autour, mais c'est des enfants, il faut les protéger. Et on ne fait pas la même chose. Et on demande ça à l'étranger, on ne fait pas ici en France. En Europe, on est censé être... Il faut peut-être changer Ouais. quelques règles hein, Ouais. au niveau des Et règles. justement, on essaie FIFA de les changer à chaque fois. Mais il faut changer quelques règles parce que c'est vrai que si c'est un petit club belge qui fait venir 3 joueurs africains, mais on voit tout de suite que c'est juste que c'est une question de pognon, c'est pas la même chose que si c'est un grand club, que ce soit Manchester, que ce soit Chelsea, Barcelone ou Real Madrid, qui vont les intégrer dans des centres de formation, qui vont faire des études, qui vont être suivis, qui vont pas être laissés à leur sort. Donc il va peut-être falloir changer des règles, mais encore une fois, n'oublions jamais qu'il s'agit des enfants, parfois des enfants qui viennent d'Afrique ou d'Amérique latine, qui sont dans des situations très compliquées et qui partent parce qu'il faut bien aider la famille aussi. Hein. On sait comment c'est. Je suis d'accord avec toi. toujours des règles. Saïd, réaction En sur cette vérité, première c'est partie pas, de c'est l'album. pas l'âge des enfants. Le problème, les magouilles, elles ne concernent pas les enfants. On ne va pas les faire jouer plus ou moins en fonction de leur âge. Ils vont avoir les mêmes conditions que les autres qui vont signer. Le problème, c'est que maintenant, les clubs, pour avoir ces joueurs-là, vu qu'il y a une concurrence et que les clubs veulent avoir ces joueurs de plus en plus tôt, on veut les avoir à 11 ans, 12 ans, alors qu'ils ne peuvent pas signer de contrat aspirant avant l'âge de 15 ans. Donc on va avoir la main mise et on donne des pots de vin à la famille, à des intermédiaires. Et c'est là le problème, c'est qu'en fait, les clubs veulent être de plus en plus convaincants. Donc c'est ce problème-là qu'il faut voir en priorité, de comment on peut contenir l'entourage de la famille, plutôt de voir le sort du petit. Le sort du petit, les clubs, ils sont pas fous, c'est des clubs pros. Ils vont s'occuper du petit qui a 13 ans ou 16 ans de la même manière. Il sera encadré, il viendra pour jouer, etc. Maintenant, voir comment son entourage sera géré, c'est ça qu'il faut voir. Parce que maintenant, comme c'est interdit, hein, une personne physique ou morale ne peut pas prendre d'argent sur un transfert d'un mineur de moins de 15 ans, on dit, ah bah tiens, je vais te faire un virement qui va passer par là, qui va passer par là et qui va finir dans ton compte. C'est là où est le vrai problème et qu'on doit régler de comment on s'organise et comment on légifère. Il n'a pas tort, là, Marion. Bien sûr qu'il a raison, bien sûr qu'il a raison. Mais là, c'est pas uniquement les règles, c'est aussi la famille des joueurs. C'est-à-dire que quand on voit un Adebayor qui a failli se suicider, qui a eu une famille extrêmement beaucoup trop d'intermédiaires, Marion. On en avait déjà parlé dans des oui, précédentes beaucoup d'intermédiaires, mais l'entourage même des joueurs, je veux dire, ça on n'y peut rien. Je veux dire, il y a des entourages qui sont sains, des entourages qui ne le sont pas, des gens qui ont la chance, comme Neymar, d'avoir un père des garde-fous, et puis il y a des jeunes joueurs qui arrivent justement souvent d'Afrique, comme Adebayor, qui se retrouvent à devoir
donner à manger à tout le village. Donc c'est compliqué. C'est compliqué ça. Mais ça, c'est pas la faute ni de Monaco, ni de tous les clubs dont on a parlé juste avant. Ouais. Vas-y, réaction. Après ce que je viens de dire sur l'ASM, sur ses joueurs, comment faire pour justement éviter ces drames? On a vu ça même avec le PSG par le passé, avec le transfert de Didier Okocha. Okocha, c'est vrai. Il a fait tant de bien sur Monaco parisien. Vous voulez dans le foot. Après maintenant, voilà, les jeunes, faut les protéger. On est d'accord. Maintenant, après derrière, est-ce qu'on va laisser les choses se faire comme elles se font aujourd'hui? C'est bien de faire des articles, d'en parler, de remuer tout ça, mais voilà, à Monaco, ils ont vraiment pas besoin de ça en ce moment. Vraiment pas. Et ça tombe mal, ouais. Ça tombe mal, quoi. Ça tombe mal. Est-ce que maintenant, allez, on va un peu déborder sur la première partie de cette émission. Vous n'oubliez pas le standard, le 01 53 48 3000. On a des jeunes connaisseurs ici, même des moins jeunes sur ce studio, sur ce plateau, du club de la capitale française. J'aimerais m'intéresser. Il y a Juan José, grand connaisseur du football ibérique. On connaît bien, européen aussi. Est-ce qu'il y a des clubs qui mettent le paquet pour essayer de faire tomber d'autres clubs, tels que le Paris Saint-Germain, ou encore par exemple les clubs émiratis, ou je pense directement à Manchester City? Est-ce qu'on a 2-3 clubs, voire 8 clubs peut-être, Saïd, les 5 clubs qui sont dans les hautes sphères de la Confédération de football européenne, à l'UEFA, et qui ne veulent pas voir arriver le Paris Saint-Germain remporter une Champions League ou essayer de mettre un peu trop de bâtons dans les roues à ces nouveaux riches, si je peux me permettre. Ceux qui ne veulent pas, c'est tout simplement partager le gâteau. C'est comme ça. Et les gros le gâteau en tout cas. Oui, les gros gâteaux. Il a l'air bon. Mais ce n'est pas du tout limité à ces 5 grands clubs. On peut les citer parce que tout le monde les connaît, le Barça, le Real, le Bayern, Manchester United, etc. Mais je vous signale comme ça parce qu'on oublie souvent ces mêmes clubs avec le PSG, Monaco, Lyon, ils sont dans ce qu'on appelle le G14. Ils sont main dans la main. Le G14, c'est une espèce d'association collective qui cherche à faire grandir encore plus le gâteau pour le garder à E14, tout simplement. Ouais. Donc voilà, donc il y a une guerre interne qui est réelle. On va utiliser les règles aujourd'hui du fair play financier, les règles de l'UEFA par rapport aux mineurs, tout ce que tu veux. On va les utiliser contre l'autre. Oui, certainement, mais il ne faut pas non plus c'est l'oreille. Le PSG et Manchester United sont arrivés avec un gros chéquier, avec des États derrière. Quand vous avez Manchester, c'est un club d'actionnaires. City. Manchester City. Mais oui, pas United. Mais chez d'autres clubs, c'est des actionnaires. Et chez le Barça et le Real Madrid, c'est même pas des actionnaires, c'est des socios, c'est des gens comme toi et moi qui sont propriétaires de leur club et qui n'ont pas le même pouvoir financier. Donc, faut pas non plus rentrer comme ça en essayant de dire voilà, je dépose un gros chèque et attendre que tout le monde dise oui, amen, c'est très bien pour vous. Non. Le Real reste quand même le club le plus riche du monde quand même aujourd'hui. Le plus on va pas non plus. Sachant que le Real n'est pas un club, n'est pas une société, c'est un club qui appartient aux supporters. Alors, réaction de Marion. Et au roi peut-être un petit peu. Rien du tout. Enfin, quand il y avait une dette, ça c'est pas. Oh là là, ça j'aimerais un jour dans un média français expliquer ça. Parce que c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, ce que je vois. Grosse partie de légende. Alors j'apprends que c'est une légende. En tout cas, 560 millions pour City, 540 pour le PSG, 900 millions pour le Real, 800 millions pour le Barça. Alors c'est gentil le truc de les socios, nous, c'est sain, c'est limite de gauche. On a carrément l'impression que Besancenot va débarquer. À un moment, moi, mais pourtant c'en est là pour le coup. Malheureusement, le football est politique. Et là, je crois surtout que même si le gâteau est gros, ce qu'on ne supporte pas, parce qu'on dit toujours ce sont des nouveaux riches, je ne vois pas pourquoi l'argent du pétrole serait plus propre que celui des sociaux. Vraiment. Au-delà de la propreté, je pense que c'est surtout la vitesse à laquelle ces équipes arrivent et qu'elles réduisent l'écart. C'est ce qui fait peur aux autres. Comme tu dis 900 millions, les autres sont à 500, mais les 500, ils les comblent quasiment chaque année à coup de 100 millions. Et c'est ce qui fait peur effectivement à ces équipes de tête. Juste avant la pause. Vous donnez les chiffres, c'est très bien. N'oubliez pas que pour le Real et le Barça, le stade, c'est un actif et ça appartient au club. Est-ce que le stade de Prince appartient au PSG? Le Parc OL. Le Parc OL appartient à Lyon. Vous donnez les chiffres, c'est très bien. Le Parc OL à Lyon. Que le patrimoine des stades est largement supérieur. Rapide Saïd. On l'écoute rapide Saïd. C'est pas une explication. En quelques mots,
c'est un oligopole des grands clubs qui veulent pas voir apparaître Mais Boris. merci Saïd. Voilà, j'ai eu le temps de faire un tweet. On revient plutôt après la pause. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 18h20, toujours en live jusqu'à 19h, je le rappelle, autour de la table pour m'accompagner, Mamadou Lamine Mané, accompagné de Marion Edano, Mehdi Adiad, Juan José Dorado qui est avec nous, et sans oublier Saïd Hamda. Un petit clin d'œil, si vous voulez le faire, à l'antenne, le 053 48 3000. Il y aura quelqu'un au standard, une magnifique personne qui vous répondra, n'est-ce pas? Bah oui. Voilà, oui. c'est Florian. Bonsoir Bilal. Toujours là et au taquet. Exact. Sur la twittosphère, c'est le hashtag Tam Sport. Nous, on prend le chemin des États-Unis pour parler basket. Time Sport, la victoire. Et je me retourne vers toi, Saïd. C'est sûr, en NBA, Tony Parker fait des ravages en cure de jouvence aux Charlotte Hornets. Le meneur de jeu âgé de 36 ans navigue entre performance, de haut vol et parfaite intégration avec son staff et l'effectif aussi. Bah oui, clairement, à 36 ans, là il y a 2 semaines, il a franchi le cap symbolique des 19 000 points, ce qui fait que c'est l'un des meilleurs maintenant joueurs de l'histoire. Au Hornets, il se fait une nouvelle santé. Là, il y a quelques semaines encore, face au Miami, il avait fait une très bonne prestation. Juste avant encore, face à Chicago, il avait fait une bonne prestation. Donc, il enchaîne les bonnes prestations et c'est très bien. Il est un peu dans ce rôle de remplaçant où il rentre. Un de luxe quand même. Voilà, oui, remplaçant de luxe, mais après, c'est son capé, ouais. Son entraîneur Borrego le gère très bien et il le dit. Ça fait 17 ans qu'il est au très haut niveau et qu'il permet à son équipe aussi d'avoir cette intelligence tactique, cette intelligence dans le jeu, de jouer, passer par lui, etc. Il faut savoir que c'est le 7e joueur né hors des États-Unis à devenir Exactement, à franchir la barre des 19 000 points. C'est même le 59e meilleur marqueur de l'histoire. Donc il se rapproche très dangereusement du top 50. C'est peut-être un peu un objectif. Et lors de son match face à Miami, par exemple, où il avait marqué 25 points, c'était pas arrivé pour un remplaçant depuis Magic Johnson en 1996, pardon. En 1996. Ouais, Vieux comme jamais. Je suis étonné. En 1996. Donc voilà, pour montrer la force du bonhomme, vraiment, Tony Parker, on se disait que c'était un peu une pré-retraite au Hornets. Mais non, il Il confirme. profite d'un cadre où il n'y a pas tant de pression que ça pour s'exprimer à fond, donc c'est très cool. Sur la page basket, on termine avec toi, Juan José. C'est porte bien le vieux. Hein. Ouais. On a confirmé. Mais surtout, c'est le fait d'avoir 36 ans parce que je crois qu'il n'a rien à prouver. Et ça lui donne un certain relâchement. Il n'a pas la pression, il gère bien. On le voit dans d'autres sports. L'âge, peut-être physiquement, vous êtes un peu plus court, mais effectivement, psychologiquement, vous êtes au top. Vous n'avez pas de pression et vous pouvez apporter tout ce que vous apportez. Et comme il a fait face au Piston, où il a quand même marqué 24 points, comme tu disais, pour un remplaçant, c'est pas mal du tout. Un suivre de près, alors, Juan José, n'est-ce pas, Mehdi? Bah oui, il faut pas oublier qu'il est président aussi du club Ouais. Villarreal. Ouais, c'est vrai. Et il revient à chaque fois. Donc il arrive avec la gagne de San Antonio chez les De Charlotte. l'Asvel qui a changé un peu de nom cette semaine, qui s'appelle maintenant des LV. Mais je n'ai Ouais, tu pas vois. réussi à savoir exactement ce que voulait dire les nouveaux initiales de l'Asvel. Exactement, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Joueur, président. On le balancera, ne t'inquiète pas, sur la twittosphère. Non, mais c'est vrai que sur Tony Parker, ce qui est L'info. important, Ouais, Marion. on voit un peu d'ailleurs ce qu'on voit parfois dans le football, c'est-à-dire une espèce de renaissance dans un club où il y a moins de pression, comme on Ouais, pourrait comme l'imaginer. Zlatan. Comme Zlatan, et c'est ce que j'allais dire. Los Angeles Galaxy. Je savais que tu allais parler de Zlatan. Voilà, j'ai parlé bêtement de Zlatan, tout en restant quand même dans un, comment dire, dans le pays du basket. C'est-à-dire qu'il ne joue pas dans un pays, voilà, moins bien, voilà, comme on pourrait jouer en MLS. Lui, vraiment, il a la possibilité de pouvoir se continuer. D'ailleurs, je vois pas pourquoi 36 ans, il ne pourra pas continuer. Bien sûr. Voilà, c'est l'émission de tous les sports, notamment sur l'antenne de Beurre FM, c'est un sport, le hashtag du même nom sur la twittosphère et aussi le 0153 48 3000 pour réagir avec vos spécialistes. On revient sur le vieux continent pour revenir au football dans un grand club. Time Sport. Le duel. Eh oui, tant de choses à dire. De coach intérimaire à entraîneur confirmé, Santiago Solari est le nouvel entraîneur du Real Madrid jusqu'en juin 2021. Juan José est-il en mesure de relever l'immense défi qui se dresse devant lui? On se pose la même question qu'on s'est posée quand Zinedine Zidane est arrivé en janvier 2016 à la tête du Real Madrid. La même question d'ailleurs, il a été effectivement renouvelé, il est confirmé jusqu'à juin 2021.
2021 avec les mêmes conditions qui étaient celles de Zinedine Zidane à l'époque. Alors, c'est vrai, c'est deux joueurs qui sont passés par le Real Madrid en tant que joueurs, qui tous les deux ont été entraîneurs de l'équipe réserve, le Castilla. Il faut rappeler tout simplement que Solari est au club en tant qu'entraîneur depuis 2013, donc il a entraîné toutes les équipes des jeunes, et donc c'est quelqu'un qui connaît bien le Real de l'intérieur. Maintenant, sera-t-il capable de faire autre chose que ce que Lopetegui a fait? Je ne parle même pas du fait d'être près de ce qui a réussi Zinedine Zidane, qui me paraît complètement 3 Ligues des Champions quand même. A priori, mais c'est un homme qui à l'intérieur du vestiaire est apprécié, qui a beaucoup de similitudes avec Zinedine Zidane, mais il n'a pas l'appui total de son président. Il est là parce qu'ils n'ont pas réussi à convaincre d'autres entraîneurs de venir prendre le Real Madrid, et ça c'est une réalité. Vous savez, la législation espagnole oblige que dans les 15 jours vous devez nommer un entraîneur. Il n'y avait pas d'entraîneur derrière, donc Solari a été confirmé, mais j'espère qu'il va aller loin. Au moins, les emmener au il sommet. y a un objectif, c'est être classé parmi les 4 premiers, parce que si vous êtes classé parmi les 4 premiers, vous êtes en Champions League l'année d'après. Saïd, avant de retrouver Marion, sur le Real. Solari il a profité du chronomètre. Ils avaient 14 jours pour le remplacer. Ils n'ont pas pu. Donc Pérez fait un petit peu un coup de poker. Il s'est dit bon, avec Zidane ça a fonctionné. À chaque fois, voilà. Non, mais c'est un petit coup de un poker. Cadeau empoisonné, on dirait. Il aime bien. C'est pas un cadeau empoisonné parce qu'en Zidane est resté quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Pour rester, tu vois. Là, Solari... On va arrêter de parler de Zidane parce que je sens que le téléphone va sonner. C'est Yacine Boilly qui va nous appeler. Voilà, mais Solari en plus, il a réalisé des bonnes performances. Il a remobilisé son groupe. Faut dire ce qu'il y a. Le Real Madrid n'a pas aussi bien joué depuis que Lopetegui est parti. Peut-être que Lopetegui aussi avait le problème. Comme il a lâché l'Espagne à 2 jours de la Coupe du Monde, il y a peut-être certains joueurs aussi qui voulaient pas se la donner pour lui. Ça, c'est même si publiquement les Sergio Ramos le défendaient, c'est peut-être resté un peu en travers de la gorge de les avoir abandonnés à 2 jours du Mondial. Ça, c'est un fait. Maintenant, Solari, jusqu'en 2021, ils avaient personne et le Real n'a pas voulu précipiter son choix. Déjà avec Conte, on voyait que Conte n'était pas très chaud. Après, il reste qui? Laurent Blanc n'a pas encore la stature pour le Real Madrid. Arsène Wenger, je pense que ça l'aurait intéressé, mais ça n'intéresse pas le Real Madrid. Donc voilà, le Real Madrid aujourd'hui pérennise Solari. Il va y avoir des dommages collatéraux, par exemple Isco qui est pas du tout content de cette décision parce que Isco ne fait pas partie des plans de Solari. Donc voilà, Isco ça le fait chier malheureusement. On va être obligé de passer par là des sacrifices, mais voilà, bon, jusqu'à présent Solari fait du bon travail avec le Real et le Real est plus important qu'un joueur même aussi talentueux que Isco. Alors s'il y a bien un club pour lequel je suis absolument pas inquiète, c'est bien le Real. Parce que si on regarde cette équipe, même si c'est toujours la même, mais poste pour poste, je vois pas une équipe meilleure aujourd'hui dans le monde. Mais sincèrement, on me parle de la Juve, on me parle de... en ce moment, on dit que c'est la meilleure équipe d'Europe. En attendant, c'est des gardiens exceptionnels, 2 gardiens exceptionnels. C'est une défense centrale, mais incroyable, je veux dire, la meilleure du monde. Au milieu, je vois pas ce qu'on peut faire de mieux que Kroos et Modric, en toute sincérité. Non, le problème, c'est en attaque. Oui, parce que Ronaldo les a laissés un peu orphelins. Et parce que le Real a besoin, en début de saison, de prendre son temps. Et ceci, rappelez-vous, justement, avec Benitez qui s'en va, on prend Zidane, machin là. Mais au bout du compte, pourquoi le Real ne serait pas, à la fin de la saison, encore une fois, champion de la Ligue, gagnerait la Ligue des Champions? Je vois pas aujourd'hui pourquoi. On parle beaucoup de City en disant que City c'est la meilleure équipe avec la meilleure défense. C'est pas très difficile d'être la meilleure défense dans le championnat anglais quand on n'a pas Neymar en face, quand on n'a pas Messi en face, quand on n'a pas Ronaldo en face, et quand De Bruyne est chez vous, et quand Agüero est chez vous, et quand David Silva est chez vous. Bon, finalement, la meilleure défense, puisque c'était Ferguson, et je finirai là-dessus, qui disait cette phrase que je répète à longueur d'émission, qui est que les grands attaquants gagnent des matchs et que les grandes défenses gagne des titres. Je ne vois pas pourquoi le Real ne gagnerait pas encore un titre cette saison. Et Solari me paraît être tout à fait expérimenté, en tout cas du club, pour y arriver encore une fois. C'est pertinent, Marion. Mamadou, sur le Real Madrid. Très belle réflexion. Solari. Pour une fois, j'attends la réaction de Mehdi. C'est un jour énorme. Lamine dit que j'ai pas dit une bêtise. C'est perplexe en plus. J'ai pas fini ma phrase. Ouais. La nuance arrive. Le poète du soir, Mamadou Lamine Mané, sur l'antenne de Beurre FM. On t'écoute, Mamadou. Il t'arrive quoi? Allez, Mehdi. Allez, on passe à Mehdi. Allez, on passe à Mehdi. Allez, on passe à Mehdi. On n'a pas le temps. Non, mais pour le Real Madrid, on est d'accord que l'attaque, elle laisse à désirer. Benzema fait bien le travail, mine de rien, ça a souligné. Bon, la défense, elle est exceptionnelle, comme on disait, mais ça ne leur a pas empêché de perdre des matchs. Bien sûr. Ils sont quand même à 4 points du leader qui est le Barça, à 4 points.
ça reste largement rattrapable. Ils peuvent finir champion d'Espagne, oui. Champion d'Europe, je pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Maintenant... Ouais. Non, je pense que le départ de Cristiano, c'est vraiment quelque chose de très très important pour le... Il y a une cassure, en plus, doublée par le départ du coach, mais Cristiano cristallisait justement beaucoup et représentait beaucoup le jeu du Real. Donc il va falloir passer à autre chose et je pense que c'est vraiment une saison de transition. En tout cas, dans l'obtention de certains titres pour le Real cette année. Enfin, c'est mon sentiment. Là. Il est peut-être trop tôt pour le dire, mais... Au niveau de l'attaque, ça va faire plaisir à Marion. Vous savez qu'on parle souvent des Ibra pour le Real Madrid au mercato d'hiver. Puisqu'il termine son contrat et apparemment son salaire est tout à fait assumé. Et Milan est dessus aussi. Voilà. Et Milan aussi. Pourquoi pas Ibra à Madrid après avoir joué au Barça. Oui, pour quelques mois, absolument, pour bien finir. Enfin, il gagnerait une Ligue des Champions. En plus, le Real aime bien ce type de contrat. Ils avaient pris Adebayor, ça en janvier. Le Real maintenant a gagné tout sur les trois, la grande compétition majeure qui est la Ligue des Champions sur les 3 dernières années. Donc une année de transition où ils gagnent rien, c'est pas scandaleux. Maintenant, oui. Ils ont fait plusieurs saisons sans y gagner. Oui, moi, je me souviens d'un Real jouant très mal à Gerland contre l'OL on n'a pas vraiment vu la détresse. Je pense que le Real est en détresse cette année. Et c'est vraiment une année de transition. Je suis pas sûr. On nous dit, on va pas s'inquiéter. Vous avez l'air d'être En fait, sur l'animation détresse avec Ramos Varane. Sur l'animation offensive du Real Madrid, il manque quelque chose, c'était Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, le remplaçant naturel, c'est Asensio, mais Asensio ne va pas marquer autant de buts. Donc aujourd'hui, la décision du Real Madrid, ça va être soit de prendre un Eden Hazard qui est capable de faire ce type de saison pleine avec beaucoup de buts, même si c'est pas exactement son profil, soit de prendre un joueur comme Mohamed Salah ou un buteur ou un Harry Kane. C'est fort, Salah et Eden Hazard. Aujourd'hui, qui est assez fort pour jouer au Real Madrid? C'est ça la question. Il y a un vide un petit peu. Neymar. Oui, Neymar, c'est ce que je Neymar. Ça va pas lui faire plaisir à Marion, même à Mamadou. Je suis content que Neymar reste à Paris, moi ça me va très bien. Ouais, mais c'est pour ça, je le dis. Juste pour signaler que pour le Real Madrid, il y a quand même deux choses. Le grand tremblement des terres, c'est pas le départ de Ronaldo, c'est le départ de Zinedine Zidane. Personne s'attend. Et ça a complètement cassé ce qui était prévu pour la... Tu vas devenir l'idole de Yacine, attention. Ça, c'est la réalité. Et puis, il y a deux choses. C'est que tu as tout à fait raison par rapport à la défense du Real Madrid. C'est une équipe qui est là pratiquement pour la défense. Depuis 10 ans, ils jouent ensemble. Mais en même temps, c'est une défense ou une équipe qui commence à vieillir. Parce qu'effectivement, les Kroos, les Modric, les Ramos, les Marcelo, c'est des joueurs qui sont ensemble depuis très longtemps, mais qui commencent à vieillir. Il va falloir renouveler cette équipe. On a déjà commencé avec Odriozola qui est arrivé, mais effectivement, c'est une équipe qui a besoin des changements dans les saisons prochaines. N'oublions pas aussi une chose quand même, on le dit jamais, mais enfin, celui qui a quand même fait renouer comme ça le Real avec la victoire, c'est Carlo Ancelotti. Et que c'est effectivement lui qui a été capable de redonner, je vais envie de dire, de l'espoir. Mais enfin, c'est vrai que ça a tardé à venir quand même pour le Real Madrid. Mais pour moi, cette équipe, encore une fois, et pas que la défense, mais même si effectivement elle est un peu vieillissante, elle n'est pas vieillissante comme le Bayern, par exemple. Il n'y a rien d'inquiétant. Il y a le Real qui a placé ses pions aussi. Ça paraît discret encore. Mais quand Modric va partir, il y a Kovacic qui a été prêté à Chelsea qui fait une très bonne saison. Donc il va revenir fatalement au Real Madrid. Il y a une place à prendre. Pareil pour Hakimi qui a été prêté 2 saisons à Dortmund. Ils avaient utilisé le même procédé pour Carvajal qui avait été prêté au Bayer Leverkusen, Casemiro qui avait été prêté à Porto. Donc voilà, il y a ces joueurs-là qui vont revenir et qui vont prendre une place dans l'effectif. Donc le Real Madrid c'est un petit peu préparé, c'est projeté. Donc voilà, on se dit il y a urgence, mais il y a déjà 3-4 postes où le Real Madrid va récupérer des joueurs qui sont partis s'acquérir à l'étranger. Mariano aussi par exemple. Non, mais on est toujours dans la projection, donc je m'en fais pas pour eux. Là, le constat, c'est juste, on parlait de cette année précise. Pour moi, ça va être très compliqué. Après, dans la projection, je m'en fais pas pour le Real sur la durée, à court, à moyen terme. C'est un club qui a toujours 1 voire 2 coups d'avance. Donc, même s'ils ont été pris de court par rapport au départ de Zidane et Ronaldo, ils ont déjà commencé à travailler pour préparer. Mais Bilal parlait de Rames aussi, mais Rames ne s'entend pas du tout avec Kovac. Et il a menacé le Bayern Munich de revenir à Madrid en janvier. Il y a eu des petits Rames en janvier. Ça prend en sucette, en cacahuète. de Bayern. Énorme. Ouais, il est en prêt 2 ans. Là, il va terminer en juin 2019, mais il veut revenir avant. Parce que les joueurs, avant la pause, de Laurent, tout ça, les prêts, c'est les clubs. Hein. Si ils sont pas d'accord, tu resteras au Bayern. Il y a une grosse dispute avec Franck Ribéry du côté du Bayern de Munich. Va savoir, on reviendra justement sur le cas du Bayern, notamment en Bundesliga et en Champions League. Vous restez avec nous, on reviendra avec de l'équipe de France et notre invité de ce soir, Thibaut Leplat. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 18h-19h, Time Sport avec Bilal Nedman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 18h41, toujours en live. Manfred Joly nous écoute ce soir au 100.5. Et aussi du côté de Rouen, un petit clin d'œil à Mohand dans Foot de Sport que vous pouvez retrouver chaque dimanche, 18h, 20h, avec toute son équipe, le 98.7. Voilà, on revient après avoir parlé justement du Real Madrid. Je suis toujours en compagnie de Marion Hidalgo, Mamadou Lamine Mané, Mediajid, Juan José Dorado et Seine Amda. On rejoint plutôt Pierre Fontaine avant de partir du côté de Feyenoord ce vendredi soir où l'équipe de France rencontrera les Pays-Bas. Time Sport. Et oui, à l'approche du match contre les Pays-Bas, la France reste-t-elle, selon vous, plus forte ou moins étincelante depuis le retour du mondial en l'absence des joueurs capés pour Didier Deschamps? Mamadou? Perdu un petit peu de poids. Il y a aussi pas mal de blessés. Alors après, je dirais que c'est des choses qui vont se faire à la marge parce que moi j'estime que Deschamps, il a une manière de gérer son équipe qui est faite qu'en fait c'est le collectif qui est important. J'invente rien. Et les individualités, il saura toujours les remplacer par un système de jeu. Parce que c'est un entraîneur de système. Il fonctionne avec un système, avec un schéma. Et les joueurs, je veux pas dire qu'ils sont interchangeables, mais son schéma est beaucoup plus important que les individualités. Alors il en a des très fortes actuellement, comme Mbappé, ce qui lui permet de pouvoir varier un peu, mais c'est à son corps défendant. Parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui pourrait prendre un joueur et le changer de place. Parce que son système est beaucoup plus important que les joueurs. Ouais. Donc, pas si affaibli que ça finalement. On verra bien. La première réaction, c'est celle de Mamadou Lamine Mané. Invité ce soir de Time Sport, un certain Thibaut Leplat, professeur de philosophie et écrivain, notamment auteur de Ici c'est Paris, magnifique livre que je conseille à tous les auditeurs de Beurre FM. Les Bleus, c'est nous aussi. Et Football à la française aux éditions Solar. Bonsoir Thibaut, comment allez-vous? Salut Bilal, très bien, content de vous retrouver tous. Et nous aussi Thibaut, une petite réaction, allez, en ce début d'interview concernant ce fameux match qui opposera les Pays-Bas à l'équipe de France, la France qui se doit de plus armer son jeu et être beaucoup plus impactant dans le match, parce qu'on a vu lors des dernières confrontations en Nations League où les Allemands quand même ont fait du mal à cette équipe de Didier Deschamps. Ouais, disons qu'on va revenir sur le standard d'avant le mondial, quoi. N'oublions pas qu'on a passé, hormis peut-être 2 matchs à l'Euro et 4 matchs au mondial, on a passé tout le reste du temps à réclamer plus d'impact, à réclamer plus de jeu, à réclamer plein de choses. Je crois que je nuancerai un peu ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que Deschamps est un entraîneur de système. Je pense que Deschamps c'est surtout un entraîneur de cours. C'est plutôt un entraîneur sur une compétition, sur un temps très réduit et capable de transcender, en tout cas de faire rentrer dans la tête des joueurs l'idée qu'une compétition se gagne sur autre chose que du football. Et donc voilà, il c'est plutôt un entraîneur fait pour ce genre de choses. Là, dans les matchs internationaux qui ronronnent, alors même si on a la National League maintenant, on a l'impression que les joueurs le tiennent un peu plus à cœur. On reste confronté au même problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas de fond de jeu, donc on improvise avec les joueurs qu'on a. C'est l'idée de Deschamps, on a des qualités, on les utilise. C'est un peu rudimentaire. Quand on affronte une équipe qui ne fait pas le jeu, ça pose plein de problèmes. Alors, quand on joue contre une équipe qui joue plutôt haut, ça nous facilite les choses parce que ça nous évite de prendre le jeu à notre compte, c'est-à-dire de faire plus de 2 ou 3 passes d'affilée. Voilà, donc le football de Deschamps, c'est le football qui nous a fait champion du monde, mais qui était un football opportuniste. Donc pour les opportunistes, il faut qu'il y ait des opportunités. Et si on n'a pas d'opportunités dans le cadre d'une compétition sur des jours réduits, sur un temps réduit, on a du mal à jouer correctement. Au mondial, il y a eu les matchs au premier tour. Il y a dire qu'à partir de l'Argentine qu'on a commencé un peu à avoir quelque chose, et c'était surtout lié au fait de jeu, au fait de match. Alors, en termes de fond de jeu, on peut pas considérer qu'on a eu des certitudes au mondial, c'est pas vrai. Hein. Même Deschamps, quand il explique que Deschamps, Pavard est loin d'être le meilleur latéral du mondial, c'est pas très sympa pour Pavard, mais en plus c'est vrai. Donc voilà, et je pense on peut le dire à peu près sur chacun des postes. Entre ces réactions, après celle de Thibaut Leplat, notre invité ce soir de Time Sport. Je suis
assez d'accord avec lui sur un certain nombre de points. Et Marion ne l'est pas. On va Marion. En tout cas, on le fait savoir. C'est vrai que la France a gagné ce mondial, mais c'est vrai qu'on est resté. Il faut juste se rappeler les commentaires que nous avons faits après chaque match, peut-être sauf celui de l'Argentine, mais tous les commentaires qu'on a fait sur cette équipe. On trouvait qu'effectivement le fond de jeu n'était pas là. Donc c'est un collectif, c'est un groupe qui a bien su gérer ces matchs, parfois avec un tout petit peu de chance lors de la première partie du mondial. Alors la question que je me pose en fait, et que je pose aussi à Thibaut quelque part, c'est qu'on a vu en 2010 une Espagne qui gagne la Coupe du Monde en Afrique du Sud et qui continue à monter pour gagner en 2012 l'Euro. Est-ce que la France peut refaire ce même schéma, c'est-à-dire une France championne du monde en 2018? Est-elle capable de faire monter son niveau de jeu pour arriver justement à l'Euro 2020 et peut-être compter lors du Euro 2020? Moi je pense qu'il y a deux choses. Je pense que les joueurs vont avoir à cœur de montrer justement, de nous faire de nous donner tort, essayer de montrer qu'ils sont capables de faire plus de 3 passes d'affilée, ce qui était un peu le cas de la France 2000, hein. C'était un peu cette idée-là. Ils vont en Belgique avec cette idée-là. Après, est-ce que c'est possible? Moi je pense qu'on en sera pas du tout sur un scénario comme la France 2000, comme je dis la France. La France des 98 et des 2000 en fait. Ouais. Est-ce qu'on va être sur ce scénario, ce qui est Je peux compliqué. quand même prendre la parole là-dedans. Alors, on va tous se flinguer. Hein, je crois que là, c'est la fin du monde. Non, La France, c'est catastrophique. Non, mais on arrête. Moi, j'entends là depuis 5 minutes que la France, il n'y a pas de fond de jeu, qu'à part 4 matchs, c'est quand même les plus importants, les 4 plus importants quand même du monde, c'était, oui, à part ça, machin. Non, mais à un moment, on va revenir sur Terre. On avait la plus belle équipe à tous les postes. L'histoire de Deschamps ne fait pas de fond de jeu. Non, il y a un système, et Lamine a raison, il y a un système. C'est pas un coup, parce que si ça avait été un coup, la France n'aurait pas été finaliste de l'Euro 2016. J'en ai marre que dans ce pays, on descende, mais alors tout le temps cette équipe de France, qu'on descende Deschamps. Oui, c'est un jeu à l'italienne, oui, d'accord. Alors, c'est pas flamboyant. Alors, ok, on est tous d'accord. Mais moi, le jeu à l'italienne, c'est ce qui fait qu'ils gagnent en 2006, les Italiens, avec calme, avec sérénité, avec le petit coup de pute qui va bien, mais en attendant, ça marche. Là, il y avait l'assistance vidéo qui a fait qu'en plus, on a vu du très grand football, qu'on a vu l'avènement d'un joueur comme Kylian Mbappé qui est exceptionnel. On a vu un Raphaël Varane qui a été capable de montrer qu'il n'était pas dans l'ombre de Ramos, mais qu'il était aussi capable de gagner une Coupe du Monde. Ah non, et moi, ce pessimisme à la française m'épuise, me fatigue. Je veux dire, à un moment, on a l'une des plus belles équipes de l'histoire. Ça fait 20 ans que la France est capable, en 20 ans, on a été 6 fois en finale où on a gagné une compétition. Il va falloir quand même se poser les bonnes questions et arrêter tout le temps de dire « Ah, mais la France, on est nul ». Ça me fatigue. Ouais, ça le fatigue. Ça me fatigue. Bon, on va avoir le droit de réponse de notre invité ce soir qui est Thibaut Leplat, on le rappelle, professeur de philosophie, écrivain et spécialiste du football. Thibaut, réaction, on vous écoute. Oui, peut-être que si on se pose ce genre de questions, c'est justement qu'on est devenu un pays de football. Je rappelle que non, c'est pas un pays de football. Non, c'est pas une question d'être un pays de football là. C'est justement un pays qui n'est pas de football, qui critique tout le temps son équipe et qui n'est pas conscient de l'aimer. Alors, on laisse terminer. Voilà, un pays de football, c'est précisément, par exemple, on parlait toujours de l'Angleterre, je vais vous parler de l'Argentine. L'Argentine est précisément un pays qui a été champion du monde de 2 manières. 2 fois, comme on les a battus en quart de finale, et on était 2 fois champion du monde en très peu de temps. En 78, avec Menotti, plutôt avec un jeu flamboyant. En 86, avec Bilardo, un jeu horrible, peut-être proche de celui de Deschamps. Déjà avant, la question se posait, mais depuis cette époque-là, l'Argentine est divisée en 2, entre les Ménardistes d'un côté, et les Bilardistes, et les Ménotistes de l'autre. Donc se poser ce genre de questions, c'est précisément être un pays de football. C'est la branlette historique, ça c'est la branlette des Français. Ça n'a aucun sens. On laisse terminer, Marion. Aucun sens. Marion, on le laisse terminer. Ça n'a aucun sens. Marion, on laisse terminer Thibaut Leplat, s'il te plaît. Thibaut, on vous écoute. Je termine. Donc un pays de football, c'est précisément un pays qui n'est pas unanime. Donc se dire que on n'a pas le droit de critiquer Deschamps, entre parenthèses, on a plus souvent le droit de critiquer Macron que de critiquer Deschamps dans ce pays, ça je tiens à préciser. Donc de critiquer Deschamps ne revient pas à critiquer la France. Hein. Non mais c'est tellement stupide de critiquer des gens maintenant à 3 mois d'une Coupe du Monde exceptionnelle. Moi je ne savais pas si on était capable, nous les Français, de gagner ailleurs qu'en France. Ça c'était ma grande angoisse. Et on a montré qu'on était capable de gagner en Russie. 11 buts en 4 matchs. Non mais arrêtez. 11 buts en
4 matchs. Non. Votre histoire de pays de football, je vais vous dire qui sont les pays de football, puisque vous les voulez absolument. L'Angleterre où ça a été créé, l'Italie où on y va en famille. Ça, ce sont des pays de football. Mais ne dites pas dans un pays comme la France qu'on n'est justement pas un pays de football. Si, c'est un pays de football. Quand on a eu Platini, Zidane, et qu'on a été capable de gagner 2 fois en 20 ans, je suis désolée. Ouais, c'est vrai qu'il a dit le contraire. On vous écoute, Thibaut Leplat. Bah oui, mais justement, si c'est un pays de football, on peut On écoute notre invité. Marion, elle est énervée, Thibaut. Faut pas lui en vouloir, je sais pas, parce qu'elle est grande amoureuse de cette équipe. Retenez-la. Ouais, on la retient. Concernant Deschamps, on peut parfaitement et rationnellement émettre un petit jugement qui est de dire que oui, la France a gagné 4 matchs d'affilée pendant une Coupe du Monde, ce qui est très bien. Bravo, dans le cadre où on demande au football de gagner des choses, de gagner des trophées. Si le football, c'est ça. Je suis d'accord avec vous, tant mieux. Si le football se résume à gagner la Coupe du Monde, tant mieux. Mais dans ce cas-là, regardons directement les tableaux d'affichage, faisons des paris sportifs, arrêtons de regarder le match, regardons directement le résultat. Ça ne servira à rien de perdre notre temps, faisons autre chose, faisons un autre sport et regardons juste le score. Vous jouez vous-même au football? Le principe du football. Pardon, vous jouez vous-même au football? Je conçois, oui, j'ai joué longtemps et à haut niveau. À haut niveau. C'est vrai. Le principe du football, c'est précisément. On sent la frustration quand même de l'entraîneur. Marion. Vous pouvez ne pas le voir autrement. Vous pouvez considérer que le football de haut niveau, comme dit Deschamps, reprendre un peu la vulgate de Deschamps et dire que le football de haut niveau c'est différent, etc. Et c'est recevable, je le conçois très bien. Mais simplement dire que le football c'est le football de haut niveau, c'est nier que 95% du reste du football c'est pas ça. Et que 99% des gens qui regardent le football ne sont pas des footballeurs professionnels et ne sont pas des entraîneurs professionnels. Ce sont des gens qui, comme vous et moi, ont d'autres choses à faire. Et quand ils regardent le football, c'est aussi pour se détendre et pas juste être frustré. Exactement. Et vivre juste 4 matchs où on va peut-être se soulager à la fin. Ce que moi je dis, je vais terminer juste là-dessus. Ce que je voulais juste dire, c'est que l'équipe de Deschamps, en réalité, a semé énormément de frustration. Tant autour d'elle, en Europe, avec d'autres pays, qu'avec plein de gens en France qui considèrent que le football, c'est pas juste de la gagne. Et la gagne à tout prix, ça donne ce qu'on a eu. Et ça, je vais lancer un autre sujet, peut-être rien à voir, mais qui, à mon sens, veut dire la même chose. Allez-y, Thibaut. La gagne à tout prix, ça donne ce qu'on voit en Football League. Ça donne ça. Ça donne des critères qui sont totalement irrationnels. Ça donne des manières de faire où on gagne n'importe comment, où la manière de gagner n'intéresse personne, les moyens qu'on va mettre en œuvre n'intéressent personne, seul compte le résultat. Donc moi je partage une autre idée, j'ai écrit 6 livres sur cette question-là. Je tiens à le rappeler. Je suis prêt à en débattre sans problème, mais je considère que le débat est justement la preuve que la France est un pays de football. Et c'est pas le fait de hurler ou de critiquer ceux qui prétendent donner un autre regard sur la vie. Je ne hurle pas, c'est la première fois que vous parlez de football avec une femme déjà, donc je ne hurle pas. Je termine juste. C'est la première fois de votre vie sans doute que vous parlez de football avec une femme. Moi je vous dis très tranquillement et très sereinement, oui la France est un pays de football, oui on peut débattre, il n'y a aucun problème, mais dire avec ce pessimisme, parce que vous avez commencé en étant pessimiste sur l'équipe de France, alors qu'on sort d'une Coupe du Monde, je trouve que c'est un petit peu dommageable. Moi je vais venir faire l'arbitre dans tout ça. Ouais, non, justement. Thibaut Leplat, je tiens à le rappeler quand même, c'est un grand connaisseur du ballon rond à l'échelle même européenne. Je tiens à dire qu'il a mis et qu'il a écrit pas mal de livres honorables, notamment le Ici Paris, Les Bleus, c'est nous, magnifique livre qui était sorti durant l'Euro 2016. Et puis Guardiola. Guardiola aussi. Pas faux, le système Guardiola, merci de le rappeler. Pointe Rossé et Football à la française, là aussi, où il nous dit tout, justement, sur ce qu'il vient de dire aux éditions Solar. Mais moi, ce que je vais proposer sur l'antenne de Beurre FM, c'est que Thibaut Leplat viendra avec nous dès qu'il aura le temps dans le studio Marion. Et tu seras là pour vraiment débattre avec lui. Parce que c'est pas la même chose. Je vais dire quelque chose concernant mon supposé. On terminera avec ça. Oui, non, mais c'est vrai que j'ai rarement discuté de football avec une femme qui s'y connaissait aussi bien. Mais peu importe, je m'en fiche que vous soyez femme, homme ou autre chose, peu importe. Ce que je voulais juste dire. Non, mais vous n'avez pas l'habitude qu'on vous tienne tête. On laisse terminer Marion. On laisse terminer Thibaut, c'est notre invité. Si au contraire, j'aime bien qu'on me tienne tête, c'est mon métier d'ailleurs de faire ça. Donc, non, j'aime bien ça, je trouve ça stimulant. Mais simplement, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il ne faut pas faire des procès d'intention sur la manière de concevoir telle ou telle chose, que considérer que c'est du pessimisme de dire qu'on s'emmerde quand on regarde l'équipe de France. Si vous voulez, c'est peut-être du pessimisme, en tout cas c'est une forme de dissidence à l'égard de ce qu'on peut entendre, qui est de dire que oui, on a gagné, donc c'est formidable. C'est pas vrai. Les gens qui disent qu'ils ont pris du plaisir en regardant l'équipe de France depuis 4 ans, non, c'est pas vrai. Moi je mens pas, c'est une réalité, j'ai pris du
plaisir. J'aime le football à l'italienne, j'aime les grosses défenses. Je suis désolée, j'adore l'Inter de Mourinho de 2010. Je ne mens pas, c'est une réalité. Bravo, Désolée pour vous n'êtes pas la seule manière de voir le football au monde. Il y a plein d'autres gens qui ne pensent pas comme vous. Et qui oui, mais vous dites que quand on dit que cette équipe de France était bien mente, je vous dis non, je mens pas. Merci Marion. Ouais, vous mentez pas, bravo. Ouais. Non mais il dit, il mente. Les gens qui pensent Thibaut autrement Lepelin mentent. Non, ils mentent pas. C'est une personne que je connais très bien, tout comme toi Marion. Si tu dis que tout le monde a pris du plaisir en regardant cette équipe de France, c'est faux. Je peux vous donner plein d'exemples, je voyage en Europe. Il y a guère qu'en France qu'on s'est réjoui de la victoire de la France. L'Italie également. En Italie, on a trouvé que c'était magnifique. On passe sur notre débat là. Pas tant que ça et que vous ne rencontrez pas les bonnes personnes. Il a tant voyagé, Marion. En tout cas, je tiens à le rappeler, Marion. Je tiens à le rappeler parce que je suis obligé. Je connais très très bien l'invité de ce soir. Non, mais moi aussi, je voyage. Moi aussi, je suis journaliste, je veux dire. Je ne veux pas croire qu'elle les a beaucoup aimés, mais en revanche, elle les a fait beaucoup rire, les Italiens, de voir que la France gagnait comme eux. Ça les consolait un peu. Avec l'assistance vidéo en plus, ce qui est assez fort de notre part. Sans avoir besoin de casser des jambes. Je ne suis pas certain que ce soit un modèle. Regardez l'état du football italien, je ne suis pas certain que ce soit un modèle de développement. C'est l'un des grands pays du football quand même. Hein, quand même. Un grand merci. On n'est pas loin, on a la moitié de la Coupe du Monde, donc c'est déjà pas mal. Thibaut, ne vous inquiétez pas, vous reviendrez vraiment dans ce studio de Beurre FM. On verra, on débattra avec Marion Aidalo plus amplement, notamment sur l'équipe de France et aussi sur les divers championnats européens. On voulait parler dans le mode pressing de la dernière partie, c'était concernant cette fameuse annonce de Noël Le Graët à propos de la Coupe du Monde 2019 organisée en France. On n'est pas la meilleure équipe du monde, mais on va la gagner. Optimiste, de rigueur ou réelle possibilité, vous pouvez continuer sur la twittosphère. Et on se retrouve nous demain à la même heure, 18h, 19h, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.